Ça va être une présentation un peu différente de celle de Pierre, parce que moi je vais vous parler de ma recherche doctorale, etc. Puis je vais aussi peut-être être plus dans le théorique, les concepts, etc. Vu aussi que je vais terminer la semaine ou la journée, je pense que je vais être plus léger que ce que j'avais prévu, parce que sinon vous allez rentrer chez vous fatigué avec la tête qui explose. Donc je vais parsemer ma présentation de petites anecdotes que je n'avais pas planifié de dire, mais que je vais vous rajouter essentiellement. Donc en fait, ma présentation va porter, elle s'intitule « Le regard croisé sur l'environnement et la santé des personnes défavorisées en milieu urbain ». En fait, je vais parler essentiellement des représentations sociales de la santé, de l'environnement, des liens entre les deux, donc des personnes défavorisées en milieu urbain, et c'est en vue en fait de développer des pistes d'intervention éducative mieux ou plus appropriées pour ces personnes-là. En gros, le plan de la présentation, c'est très simple. Je vais d'abord vous parler très rapidement du contexte, enfin de la problématique, ce contexte socio-écologique et éducationnel. On va faire ça très rapidement. Je vais vous présenter les questions de recherche, il y en avait deux. Je vais m'attarder un tout petit peu sur les concepts, notamment le concept de représentation sociale, parce que vous ne savez peut-être pas ce que c'est. La santé environnementale et l'éducation relative à la santé environnementale, ma définition et mon approche. Le concept de population défavorisée, mais je vais faire tout ça assez brièvement parce que sinon on est parti pour plusieurs heures. Je ne vais pas m'attarder par contre sur la méthodologie et je vais peut-être passer plus de temps sur les résultats de la recherche et sur quelques pistes que je vais vous ouvrir. Je ne vais pas vous donner une recette, parce que ce n'est pas du tout mon objectif de vous donner une recette, parce qu'il faut tenir du contexte, il faut prendre en compte le contexte social, culturel, géographique en fait, de l'intervention. Donc je n'ai pas de recette à vous donner, et je vais juste vous donner des pistes d'intervention éducative si vous êtes intéressé à travailler avec les populations urbaines défavorisées. À la différence de Pierre, moi j'ai prévu un texte, là, mais je déteste le lire, je vous le dis tout de suite, mais il est là, à côté de moi comme repère. Je vous dis aussi que ce n'est pas nécessaire de prendre des notes, parce que je vais donner à Émilie le PowerPoint. Vous pouvez en prendre, je ne vous empêche pas, mais tout sera mis en ligne. Ah boy, j'allais te le donner en PDF, mais bon, c'est correct. Ok, c'est correct. Puis je vais rajouter des références, si je fais ça cette fin de semaine, je vais donner à Émilie. Ok. D'abord, il faut savoir que nos sociétés occidentales sont traversées par ce qu'on pourrait appeler une crise plurielle, avec une dimension sociale évidemment qui est importante et une dimension environnementale qui est majeure. Et moi, j'apprécie beaucoup, par exemple, le terme de parler plutôt d'inégalité socio-environnementale. Alors, il faut savoir que le terme inégalité est tout à fait adéquat à partir du moment où on considère que c'est la société qui est à la base de ces disparités, en fait. Donc, alors, il faut savoir aussi que de nombreuses études, je vais faire très bref parce que sinon je pourrais me perdre aussi dans le concept, dans la problématique, c'est que de nombreuses études en fait montrent que les populations les plus défavorisées sont davantage exposées aux risques sanitaires et environnementaux. Là, je vous apprends peut-être rien. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains auteurs parlent de dynamique, en fait, de concentration des personnes défavorisées dans des lieux où il y a déjà des problématiques environnementales majeures. Et je vous en citerai tout à l'heure dans les deux quartiers où j'ai fait ma collecte de données, vous verrez qu'il y a des problématiques environnementales majeures. Certains auteurs parlent aussi de décors pathologiques spécifiques, en fait, qui intègrent pathologie spécifique, en fait, qui intègre à la fois la dimension, je veux dire, biophysique, mais aussi la dimension biophysique qui intègre plutôt, je dirais, la dimension biophysique, on va dire, c'est-à-dire biophysique du milieu de vie des personnes. Je pense au logement insalubre, à l'humidité, mais aussi qui intègre aussi, qui fait référence aux habitudes de vie, malbouffe, tabagisme, isolement des personnes, pauvreté dans les réseaux sociaux aussi de ces personnes. Donc en fait, ce que j'ai mis en dessous, tout ce que je veux dire aussi, c'est que tout ça, en fait, montre qu'il y a aussi un lien entre, je ne vous apprends rien non plus, entre pauvreté, santé et environnement. Je suppose que tout le monde sait ça aussi. J'ai résumé en dessous, en fait, dans le graphique. Donc vous avez la dimension économique, dimension culturelle, dimension affective et dimension sociale qui sont interreliées. Et en fait, le petit carré, à la place du petit carré, on pourrait mettre, par exemple, l'alimentation, le logement, qui sont en fait influencés par ces différentes dimensions pour les populations
les plus défavorisées, mais pour les populations non défavorisées aussi. On va revenir plus tard. La recherche aussi s'inscrit dans un contexte d'éducation non formelle, c'est-à-dire en fait c'est une forme d'éducation qui n'est pas sanctionnée par une institution éducative et qui part du fait qu'il existe en fait des savoirs qui sont propagés au cœur des dynamiques sociales et en fait qui font appel à des pratiques éducatives spécifiques et qui sont non formelles. Et donc, c'est ce que dit un peu, en fait, si on s'appuie un peu là-dessus, c'est ce que mentionne en fait Moscovici, en fait, qui est un psychologue, un psychosociologue français très connu, qui mentionne qu'il est important en fait de connaître les représentations sociales de l'objet d'intervention qu'ont les personnes pour mettre en place des interventions éducatives adaptées. C'est-à-dire, par exemple, pour développer une intervention en matière d'environnement, c'est important de savoir c'est quoi l'environnement pour les personnes. La santé, comment elle se représente la santé. Mais ce n'est pas uniquement c'est quoi, c'est aussi quel rapport, quelle relation, comment elles vivent la santé, comment elles vivent l'environnement. En fait, c'est ce qui résume dans le texte que vous avez en dessous, donc où il dit pour amener quelqu'un à réagir à une nouvelle information, il n'est point besoin de la lui administrer à haute dose, ni de rectifier sa pensée. Tout ce qu'il faut, c'est la relier en modifiant la représentation de l'objet auquel elle se rapporte. On retrouve en fait la même idée en fait qui est en fait portée par la chercheure Louise Gaudreau de l'UQAM, pour qui en fait pour elle en fait prendre en compte en fait les représentations sociales, surtout dans la santé, dans l'élaboration en fait des interventions éducatives auprès des personnes, ça favoriserait en fait le développement de conduites de santé qui sont nettement plus adaptées aux personnes, au vécu des personnes ou même à la collectivité. Les deux questions de recherche que j'avais au départ, en fait, la première c'est quelles sont les représentations sociales, mais là j'ai travaillé les représentations sociales de la santé, de l'environnement, et ensuite j'ai des liens entre la santé et l'environnement. En gros, en fait, deux choses, je demande aux gens c'est quoi la santé, mais c'est pas uniquement ça, là, je caricature, c'est quoi l'environnement, est-ce que vous faites des liens entre la santé et l'environnement? Puis après, dans un deuxième temps, j'essaie de voir comment ces représentations sociales de l'environnement, de la santé et des liens entre les deux peuvent être prises en compte dans l'élaboration d'interventions éducatives en santé environnementale avec les populations défavorisées. Au niveau donc de la recherche, donc mon objet de recherche, ce sont les représentations sociales. Alors, je vous ai résumé très brièvement ici, en fait, ce qu'est une représentation sociale. En fait, la représentation sociale, c'est un ensemble. La représentation sociale sert à étudier les rapports, en fait, sociaux qu'il y a entre les personnes. Et en fait, c'est un ensemble de connaissances, de croyances, d'attitudes, d'opinions qui concernent un objet ou la relation entre deux objets. Alors, un objet, c'est-à-dire ça peut être la santé, ça peut être l'environnement, ça pourrait aussi être l'enseignement. Je sors en fait. Et la relation entre deux objets, c'est le rapport entre la santé et l'environnement. C'était mes deux objets de recherche en tout cas. Ces représentations sociales en fait comprennent ce qu'on appelle des savoirs, des prises de position, des valeurs, des prescriptions. Et en fait, elles se construisent dans les interactions entre les individus. Parce que sinon, on parlera de représentation individuelle. Là, c'est quelque chose qui se construit dans les interactions. C'est-à-dire, quand on travaille sur la représentation sociale, il faut que les personnes communiquent entre elles, partagent quelque chose entre elles, se croisent dans la rue. C'est-à-dire, je ne peux pas travailler sur la représentation sociale de la santé en interrogeant une personne à Pointe-Saint-Charles, une personne à Gaspésie, une personne à Québec. J'aurai leur représentation individuelle, mais la représentation sociale, c'est quelque chose qui est partagé collectivement par la communauté. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la même représentation sociale, la même représentation en fait. Et ces représentations, donc, je disais, elles se construisent, elles s'élaborent dans les interactions sociales, mais aussi ces représentations sociales en fait vont déterminer l'agir qu'on a. L'agir donc qu'on a par rapport à l'environnement. Donc en fait, notre représentation qu'on a de l'environnement va déterminer la manière dont on se comporte vis-à-vis de cet environnement, la manière dont on intervient au niveau du recyclage, la manière dont on consomme l'alimentation, etc. Mais en même temps, l'expérience que l'on a de cet agir, de ce vécu qu'on a dans l'environnement, va influencer en retour notre représentation. Alors il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui se fait en
en une journée, en une semaine, parce que les représentations sociales, pour les changer, ça prend du temps. En fait, je vous ai mis en dessous les représentations sociales. Il y a une dimension affective, cognitive, axiologique qui sont basées sur les valeurs et une dimension praxiologique qui est basée sur l'agir. En fait, quand on interroge les personnes, quand on fait des entrevues individuelles ou des entrevues de groupe, évidemment, les questions doivent aborder toutes ces dimensions-là. Le concept au niveau de un nouveau concept en fait au niveau de ma recherche, c'est le concept de santé environnementale, d'où découle le concept d'éducation relative à la santé environnementale. Alors, le concept de la santé environnementale, c'est un concept englobant, en fait, très englobant, en fait, qui traduit l'existence de liens entre la santé humaine et la qualité du milieu de vie. En fait, c'est un concept qui fait référence à une vision très élargie de la santé, en fait, qui inclut à la fois une dimension biophysique, mais qui inclut aussi une dimension sociale, culturelle, psychologique, esthétique. Là, vous pourriez rajouter encore, là j'ai oublié, en fait, je pourrais rajouter économique, je pourrais aussi rajouter affective aussi. Alors, nous, dans notre recherche, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche socio-écologique de la santé, en fait, qui, en travaillant dans le milieu urbain, permet de concevoir, en fait, que le milieu urbain, l'environnement urbain, peut concourir à affecter la santé par tout ce qui est pollution, bruit, isolement, mais aussi peut être positif, en fait, au niveau de la santé, parce que c'est un lieu, en fait, d'enrichissement personnel, de promotion sociale, d'échange, de loisirs, de création. En fait, dans une approche socio-écologique de la santé, l'environnement urbain sera vu à la fois comme étant un lieu de santé, mais un lieu d'épanouissement personnel, en fait. On passe à l'éducation relative à la santé environnementale, et l'éducation relative à la santé environnementale, ça concerne les rapports, ou les rapports qu'il y a entre la personne, la santé, en fait, et son environnement. Alors, un des objectifs de l'éducation relative à la santé environnementale, c'est évidemment d'augmenter la capacité des personnes à accéder au savoir concernant la santé et l'environnement, mais aussi à être capable d'autogérer leur environnement dans une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc, comme vous le voyez, donc je mets beaucoup l'accent moi, sur la participation citoyenne, la participation des gens, mais j'en reviendrai tout à l'heure aussi. Moi, on n'est pas dans une logique où l'intervenant vient et dit c'est ça qu'il faut faire en fait. Je veux dire, on amène les gens à prendre conscience, à découvrir de nouveaux savoirs et à partir de là, à, je veux dire, améliorer, à prendre des initiatives pour améliorer leur cadre de vie, leurs conditions de vie. Avec des populations défavorisées, c'est compliqué, c'est pas toujours évident, je le reconnais. Ce que je veux dire aussi, donc, c'est qu'aussi, qu'est-ce que j'allais dire, excusez-moi là. Ouais, c'est que dans cette perspective-là aussi, on s'inscrit dans ce que j'appelle une prévention primordiale ou primaire, en fait, c'est-à-dire qu'on essaie d'agir avant que les problèmes aussi n'interviennent. Donc, je peux y revenir tout à l'heure, si vous voulez, lorsque ce sera le temps des questions. Okay. Là, je travaille avec des populations urbaines défavorisées. Donc, ce sont des populations qui ont un désavantage relatif face à la société, des avantages qui est marqué par une dimension, je dirais, matérielle, privation de biens. Donc, ce sont souvent des populations qui ont des faibles revenus, très faibles revenus, je dirais, qui sont sans emploi, et qui ont une très faible scolarité. Je vous précise que moi, j'ai travaillé avec des adultes, des personnes que j'ai rencontrées sont totalement analphabètes, et vous savez, quand on fait une recherche, il y a toujours un protocole à signer, et puis vous amenez avec les papiers, puis vous demandez à la personne de signer, puis vous trouvez qu'il y a un X, puis vous vous dites, là, ça n'a pas beaucoup de valeur, donc finalement, il faut trouver des stratégies pour s'adapter. Bon, la stratégie pour s'adapter, on enregistre la personne. Je veux dire, petite anecdote aussi, j'ai décidé que je parsemais d'anecdotes, que je n'allais pas dans les trucs trop intellectuels. Petite anecdote aussi que je vais vous raconter, c'est que par exemple, moi, les premières entrevues que je faisais, je prenais des notes, puis les gens ne voulaient pas que je prenne des notes. Mais je pouvais enregistrer, je pouvais tout enregistrer, mais je ne pouvais pas prendre de notes.
Et en fait, la réponse est simple. C'est que la personne ne sachant pas lire ne peut pas contrôler ce que je note. Par contre, comme j'enregistre, elle parle, elle sait ce qu'elle dit. Et donc, je me trouvais dans une situation où, pendant toute l'entrevue, je ne pouvais jamais prendre de notes. J'en prenais après, évidemment, mais je ne pouvais pas en prendre pendant. Parce que la personne avait une certaine crainte vis-à-vis de ça. Et il faut savoir que c'est très difficile d'aborder ce public-là. Autre dimension aussi, c'est on a une dimension sociale et affective. Ce sont des personnes qui sont souvent isolées, qui ont un réseau social très réduit et qu'il est difficile aussi de rencontrer. Ouais, qui est difficile de rencontrer, j'ai rajouté encore des choses aussi. Ouais. Donc aussi, je veux dire aussi ici, c'est que dans le cadre... Oui. Je voulais savoir, est-ce que la clientèle, ça, vous avez parlé que c'était une clientèle à faible revenu, tout ça, toute scolarité. Est-ce qu'on parle d'immigrants ou on parle de Québécois de souche ou c'était pas ciblé nécessairement, vous êtes axé plus votre recherche ou il fallait que ça réponde à ces caractéristiques? Ouais, si tu attends 5 minutes, je vais y revenir dans une diapositive parce qu'en fait, la recherche était ancrée dans 2 quartiers. Et donc là, je reviendrai avec un détail en fait, précis de la population. C'est un lapsus, un lapsus que je fais là, excusez-moi. C'est de la fatigue à la fin de la journée. Mais je vais revenir plus en détail avec le type de population que j'ai rencontré aussi. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand on part avec ces créneaux-là, si vous allez dans le milieu communautaire va toujours vous présenter des personnes à rencontrer. Mais ce n'est peut-être pas nécessairement celles-là que vous voulez rencontrer aussi. Parce que le milieu communautaire va vous dire « Ah, mais on connaît des gens qui répondent à ces critères-là, regarde, tu fais une entrevue avec telle et telle personne. » Mais en fait, ce n'est pas nécessairement celles-là, moi, qui m'intéressent. Ce sont celles qui sont souvent repliées, isolées chez elles, qui fréquentent difficilement ou qui sortent peu dans les organismes communautaires. Donc, c'est très difficile à trouver ces personnes-là aussi. Mais je vais y revenir tout à l'heure aussi. La méthodologie, je vous dis tout de suite, je n'ai pas mis à tarder trop longtemps. En fait, on est dans une recherche de type qualitative, on n'est pas du tout dans une recherche quantitative. On cherche essentiellement, on est dans une posture interprétative, une perspective critique, en fait. C'est-à-dire que ce que je cherche, c'est, je vais résumer ça en une ligne pour ne pas aller plus loin. Là. En fait, je fais à l'écoute des personnes et je prends ce que les personnes me donnent comme information. Et puis en fait, à partir de là, j'essaie de sortir les éléments importants du discours et de voir s'il y a des éléments qui se répètent au niveau des différentes personnes. Je ne vais pas aller trop dans les détails par rapport à ça. Donc en fait, c'est ça la démarche, parce que je pense que ce n'est pas ce qui est le plus important peut-être pour le groupe ici pour le moment. Donc, mais ce que je veux dire aussi, c'est quand on est dans une perspective où on interroge les personnes, par rapport à la santé, par rapport à l'environnement, etc. Et on accompagne les personnes à clarifier les représentations ou le rapport qu'elles ont à la santé, à l'environnement, les liens qu'elles font. On est déjà dans un processus éducatif, en fait, parce qu'on amène la personne déjà à se poser des questions et parfois on amène des questions « Ah, mais je n'avais pas pensé à ça. » Ah, puis les personnes commencent à réfléchir. Puis après, quand vous n'avez pas interrogé une personne, vous avez enclenché parfois quelque chose dans le quartier parce que la personne va parler à une autre personne, qui a parlé à une autre personne, et puis il y a une dynamique qui se crée tout doucement dans le quartier, sans qu'on ait développé un projet éducatif spécifique. Là. Ah oui. La population en fait, cible, en fait, c'est celle qui correspond aux critères dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. La seule chose, c'est que notre recherche a été ancrée dans 2 quartiers. Le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, et le quartier de la Samaritaine, en fait, qui est un îlot qui se trouve dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Pourquoi 2 quartiers? C'est simple, je suis d'origine belge, ça fait 15 ans que je vis au Québec, et mon doctorat s'est fait partager entre 2 universités, donc c'était ces 2 raisons-là. 2 choses aussi, c'est que je ne m'inscris pas dans une perspective comparative, ni de généralisation des résultats. En fait, je fais juste émerger des points communs et des points divergents entre chaque quartier, parce que le contexte en fait, social, culturel, historique de chaque quartier est totalement différent. Donc, je vais tout de suite déjà aller aussi aux stratégies pour la collecte de données. Ce qu'on fait, c'est une observation. Ce que j'ai fait, c'est une observation de reconnaissance. On se promène dans le quartier, on regarde ce qui se passe, on regarde les dynamiques par rapport à l'environnement, comment les gens agissent, etc. On fait des rencontres, des entretiens avec les responsables communautaires, on a des entrevues individuelles avec les personnes défavorisées et on a des entrevues de groupe.
Les entrevues individuelles, chaque fois que moi je vois une personne, deux choses, je propose une entrevue dans un organisme communautaire que la personne fréquente ou un lieu de son choix. J'évite d'aller dans le logement de la personne parce que c'est très intrusif. Ceci dit, il y a des personnes qui m'ont invité à aller chez elles. Et pour la petite histoire, par exemple, à Bruxelles, j'avais rendez-vous chez une personne, puis il y a un travailleur communautaire qui me voit, qui me dit « Étienne, tu vas avec ton sac au dos chez telle personne ?» Je dis « Ben oui, pourquoi ?»« Ah, parce qu'il y a plein de bêtes chez la personne, des cafards et tout, qu'ils vont ramener chez toi. » Et puis moi, je dis « Ben là, pas de problème, j'y vais avec mon sac au dos, là, ça ne me dérange pas, je ne vais pas commencer à faire de cas, il y a un phénomène... » Enfin, je ne veux pas non plus paraître différent, là, parce que je vois la personne. Donc j'étais, puis l'entrevue s'est passée chez la personne, mais bon, la personne, quand vous rentrez, je peux décrire un peu la maison, là, c'est juste une anecdote que je vous raconte aussi. Vous rentrez là, puis la personne vous invite sur son canapé, elle est là à côté, l'entrevue commence, puis vous voyez qu'il y a, la maison est assez délabrée. Vous voyez tout de suite les murs jaunis, les trous dans les murs, enfin passons, il y a des bébêtes, ça c'est sûr. Puis en fait, il y a quelques bouteilles qui traînent sur le sol, mais qui visiblement ne sont pas des bouteilles d'eau, mais des bouteilles... bière belge ? Non, c'est pas de la bière belge, c'est autre chose en fait. Et puis elle vous propose un petit verre pendant l'entrevue, puis c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une autre personne que j'avais rencontrée en Belgique aussi, où je demandais si, sur les questions d'alimentation, etc., le rapport à l'alimentation, etc., puis l'alcool et tout ça, puis la personne dit « Ah, moi je ne bois jamais d'alcool, juste de la bière. » Parce que la bière en Belgique, c'est pas toujours considéré, enfin pour les personnes défavorisées, c'est pas de l'alcool. Cette personne-là m'avait invité après à visiter son appartement, puis alors elle montrait toutes ces trucs dans son appartement social, enfin, on va dire. Et elle ouvrait son frigo, et puis regardez, j'ai ma réserve de bière. Elle insistait vraiment sur la bière. Cette personne-là aussi, par exemple, j'avais une entrevue, parce que ça, c'est les difficultés aussi qu'on a avec ces personnes-là. Vous fixez un rendez-vous avec ces personnes-là, parce que, à Pointe-Saint-Charles, j'avais fixé un rendez-vous avec une personne. La personne, oui, on se retrouve tel jour, est-ce que je vous le note sur un bout de papier? Je note sur un bout de papier, la personne met le papier dans une de ses poches, où vous avez déjà une dizaine de bouts de papier, donc, et puis c'est plus tard que vous savez que la personne ne sait pas lire, là. Donc elle a noté le rendez-vous. Vous allez à un rendez-vous, parce que c'est pas évident de travailler avec cette population-là, vous allez à un rendez-vous, vous avez fixé un rendez-vous à 10h, ou à 9h du matin, vous allez à 9h, à 9h la personne n'est pas là, vous attendez 9h15, vous dites c'est correct, à 9h30, vous téléphonez à la personne, parce que vous avez un numéro de téléphone, puis ça ne décroche pas, puis vous attendez 10h parce que vous dites on va attendre 10h, à 10h vous rappelez, puis ça ne décroche pas, puis à 10h30 ou 11h la personne décroche, puis en fait, si vous réalisez qu'il n'y a pas de répondeur, évidemment, la personne n'a pas les moyens de payer un répondeur, puis là, elle me dit au bout du téléphone, oui, on a bien un rendez-vous mardi. Puis vous dites, on est mardi. Vous êtes sûr, on n'est pas lundi aujourd'hui? Hein, on est mardi. Bon, la personne, à ce moment-là, voulait venir pour l'entrevue, on a reporté l'entrevue parce qu'elle allait au restaurant communautaire du quartier, puis il n'y avait pas de temps suffisant. Juste pour vous dire aussi, c'est que ces personnes-là, quand vous venez de l'extérieur, que vous n'êtes pas un intervenant social, c'est fabuleux aussi, je vous dis tout de suite, c'est fabuleux quand vous n'êtes pas dans le quartier, parce que vous avez accès à de l'information qu'elle ne donnerait pas nécessairement aux intervenants sociaux, parce que vous êtes de passage, et en plus, si vous parvenez à créer un lien, une certaine forme d'empathie, c'est extraordinaire l'information que vous avez par rapport à ça. Puis des entrevues, je vous dis, moi j'ai passé dans des entrevues 3 heures. 3 heures d'entrevue non-stop, parfois avec certaines personnes. Puis vous êtes soumis aussi au secret professionnel, hein, je ne sais pas, une espèce de... Enfin, vous ne pouvez pas tout dévoiler, là, j'allais dire, aussi. Il y a eu un exemple à la Samaritaine, dans le quartier à Bruxelles. Il y a eu un vol d'ordinateur dans le bureau d'un organisme communautaire. Les policiers sont venus, les policiers n'ont jamais su qui avait volé l'ordinateur. Vous le savez? Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « moi, j'ai tout vu, c'est telle personne, j'étais penché à la fenêtre, etc. C'est un tel qui habite là, mais personne ne le sait. » Et puis elle vous dit clairement « je ne peux pas le dire, parce que sinon, je me fais taper dessus. » Mais moi, je sais qui c'est. Mais je ne peux pas le dire non plus, là, vous savez, mais bon, je sais qui c'est. Il y a un monsieur qui a commencé à me raconter qu'il avait fait du pénitencier parce qu'il avait tiré sur des policiers, puis il en avait blessé un, puis il m'a raconté tout ça. Donc vous avez accès à une information supplémentaire. La difficulté aussi, je vous dis aussi, quand on fait des entrevues avec ce genre de personnages, c'est quand vous posez une question
Par exemple, vous allez demander à la personne, c'est quoi la santé pour vous? Je caricature de nouveau là. Puis la personne va commencer à vous parler d'autre chose, tout à fait autre chose, qui n'a rien à voir. Puis vous vous dites, à un moment, vous dites, là, je suis en train de perdre mon temps à la personne, elle me parle de la pluie, du beau temps, des fleurs sur son balcon, tout ça. Et puis, 10 minutes après, elle commence à parler de la santé parce qu'en fait, la logique qu'ont ces personnes n'est pas la même que la nôtre. Donc les personnes vont contourner la question, vont parler d'autre chose pour arriver 10 minutes plus tard à parler de ce que vous posiez comme question, enfin, à avoir l'information que vous cherchiez. Donc ce qui veut dire que parfois vous êtes là en train de vous dire, là, je vais recadrer la personne, mais si vous recadrez la personne, vous risquez de perdre de l'information. Donc en fait, moi, je ne recadrerai pas la personne, ce qui veut dire que moi, j'ai des trucs à la tonne. Après, il faut faire le tri là-dedans. Ça ressemble à poser une question à un politicien, ce que vous racontez. Oui. Enfin, il faut faire le tri après ça de l'information, mais c'est super intéressant. Vous avez des trucs parfois croustillants que les personnes vous racontent. Vous savez, moi, j'ai des entrevues que je retranscris intégralement, là, parce que c'est croustillant, je vous dis parfois. Comme je disais donc tout à l'heure, j'ai ancré ma recherche dans 2 quartiers. Donc, j'ai essentiellement ciblé une population adulte. Souvent, on travaille avec les enfants. Moi, j'ai essayé de travailler avec les adultes, donc de 30 à 60 ans. C'était clair pour moi que donc, pour travailler sur la représentation sociale, il fallait que les gens soient de la même origine, je veux dire, mais je n'aime pas le mot ethnique, j'allais dire. En fait, soient nés de parents québécois ou de parents belges. Par exemple, si je prends des gens qui sont d'origine maghrébine et des gens qui sont d'origine, catholique québécoise ou des Africains, les représentations sont totalement différentes. Donc, ils sont des gens qui sont nés de parents québécois ou de parents belges, qui vivent dans le quartier depuis 5 ans, ils vivent souvent depuis plus que 5 ans, qui ont un niveau de scolarité très faible, qui ont une dimension linguistique partagée qui est la langue française, qui ont des revenus très faibles, et qui fréquentent en fait la structure de santé. Vu que je parlais de santé environnementale, je voulais que les gens utilisent les ressources de santé qui sont dans le quartier, c'est-à-dire la clinique communautaire à Pointe-Saint-Charles, qui, au passage, est le premier CLSC qui s'est créé au Québec, et la maison médicale du quartier des Marolles. En gros, donc, dans ces 2 quartiers, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le quartier de Pointe-Saint-Charles, c'est un des quartiers les plus défavorisés, un des quartiers urbains les plus défavorisés au Québec. Plus de la moitié des gens qui vivent dans ce quartier sont sans emploi. Donc, la population dominante est de souche québécoise et c'est un quartier au passé industriel. Le quartier Pointe-Saint-Charles, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, en fait, c'est un quartier où, au cours des années 50-60, en fait, de nombreuses industries qui étaient dans le quartier ont fermé et puis ont tout laissé sur place, ce qui veut dire qu'il y a de nombreux terrains qui sont contaminés donc dans ce quartier-là. Le quartier de l'îlot, on va plutôt dire de la Samaritaine, qui est dans le quartier des Marolles, en fait, on a une population belge très défavorisée, aussi une population où plus de la moitié en fait, des gens sont sans emploi. C'est un quartier historiquement pauvre. Alors les 2 quartiers ne sont pas du tout comparables, c'est pour ça que je ne peux pas généraliser, parce que d'un côté vous avez un quartier industriel, un passé industriel, je vais dire qui n'a pas la même histoire que le quartier de la Samaritaine. Le quartier de la Samaritaine, c'est un quartier très, très, très particulier. Je vous dis, c'est le seul quartier qu'il y a comme ça en Belgique, en tout cas. Alors, je ne sais pas vous imaginer une ville moyenâgeuse, pour être très clair. Et au Moyen-Âge, dans toutes les villes, il y a une enceinte autour de la ville. Et la journée, tout le monde se trouve dans la ville, il y a une grande activité urbaine. Sauf que le soir, quand le soir arrive, le seigneur, les bourgeois, en fait, ils veulent leur sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe le soir? Vous avez l'enceinte, vous avez des portes. Le soir, quand le soir arrive, on sonne la cloche. D'où je vous dis le terme clochard. Les clochards, ce sont ceux, en fait, qui, au moment où on sonne la cloche, doivent quitter la ville pour permettre aux bourgeois et aux seigneurs de vivre en sécurité la nuit. Donc, en fait, la cloche sonne et tous les pauvres, en fait, de l'époque, quittent la ville par les portes, en fait, par la porte. Mais le pauvre, il ne va pas faire 10 km pour s'installer. Donc, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe à 500 mètres peut-être de la porte de la ville, et puis le matin, quand la porte s'ouvre, il retourne. La ville s'est agrandie, et ce que je veux dire, c'est que le quartier de la Samaritaine, c'est là que se regroupaient les pauvres à l'époque moyenâgeuse. Le quartier de la ville s'est agrandi, la ville de Bruxelles, on a construit une deuxième enceinte qui a englobé ce quartier-là,
Et ce quartier-là, à ce moment-là, a regroupé des ouvriers qui venaient des régions pour venir construire, en fait, la ville, agrandir la ville. Ces ouvriers-là, en fait, abandonnaient femmes et enfants, en fait, venaient là, et donc les ouvriers, en manque d'affection, il y avait pas mal de prostitution qui traînait dans ce quartier-là. Et de fil en aiguille, en fait, ce quartier est resté un quartier défavorisé. Il y a eu, au siècle passé, l'armée du salut était installée dans ce quartier-là. En fait, je parle, mais le temps file aussi là. Ah bon, je vais accélérer. C'est parce que je t'ai parlé dans les anecdotes là aussi. Ce quartier-là aussi, pour la petite histoire, c'est un quartier très particulier, mais c'est parce que j'aime bien les anecdotes comme ça, je trouve que c'est croustillant parfois. Puis ça allège aussi la discussion. En fait, ce quartier-là aussi, il y a un truc très particulier, c'est que dans ce quartier-là, vous avez ce qu'on appelait les gens qui dormaient sur la corde. Alors, dans ce quartier de la Samaritaine, donc, il y avait de nombreux cafés. Et les cafés, en fait, ferment le soir à 10-12 heures, mais vous aviez pas mal de gens pauvres qui allaient consommer l'argent, qui buvaient là-dedans. Alors, le soir, soit quand le café ferme, tu ne sais pas où aller, c'est pas grave, il y a un dortoir en haut. Et alors, tout le monde allait dormir en haut avec toutes les problématiques de santé publique qu'il peut y avoir. Et notamment, à l'époque, il y a eu des épidémies de tuberculose, des poux qui se passent parce que les matelas sont par terre. Mais vous avez aussi la possibilité de dormir à la corde. Alors, dormir à la corde, c'est très simple. Donc, les gens, le soir, on ferme le café, ils restent là et on tend une corde d'un bout à l'autre. Et en fait, les gens, soit ils basculent la chaise vers l'arrière et ils s'installent comme ça pour dormir, soit ils s'appuient sur la corde vers l'avant pour dormir. Et le matin, quand on roule bas, on coupe la corde, tout le monde tombe par terre. Mais en fait, ils ont pu dormir. Aujourd'hui, ces cafés-là n'existent plus. En fait, ça existait jusque dans les années 80. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bon, il y a des tas de gens qui disent que ceux qui fréquentaient ou qui dormaient dans ces structures-là sont celles qu'on retrouve actuellement dans les gares ou dans les rues en train de dormir, parce qu'il n'y a plus ces endroits-là pour dormir. Donc ça, c'est la petite anecdote. Puis, il y a encore de nombreux cafés dans ce quartier qui est historiquement pauvre et où je vous dirais aussi qu'il y a des pavés. C'est un quartier un peu moyenâgeux, très beau à voir en fait. Enfin, très beau. On m'a même dit que les pavés étaient protégés parce que Charles Quint avait marché sur les pavés. Moi, j'ai juste dit en rien que c'était peut-être le cheval de Charles Quint qui avait marché plutôt que Charles Quint, mais bon. Donc, aussi, dans ces deux quartiers-là, l'espérance de vie est beaucoup plus faible que dans les quartiers voisins. Un exemple, si je prends le quartier Pointe-Saint-Charles et le quartier de Westmount à Montréal, qui est le quartier le plus riche, vous avez quand même une différence d'à peu près 13 ans au niveau de l'espérance de vie. Et puis, si on regarde les indices comparatifs selon la cause des maladies, par exemple, maladies cardiaques, respiratoires, etc., ils sont beaucoup plus élevés dans ces quartiers-là. Puis, on a de nombreux problèmes de pollution intérieure et extérieure. Je parlais des terrains contaminés à Pointe-Saint-Charles. À Bruxelles, dans le quartier de la Samaritaine, c'est essentiellement l'humidité, parce que les terrains sont construits sur des marais. Puis, en fait, l'humidité remonte dans les maisons. Ouais. Juste, ça c'est juste pour votre information, je passe vite parce que c'est peut-être utile pour vous si vous voulez faire des entrevues. Si on regarde ça, en fait, la manière dont moi j'ai passé les entrevues, en fait, c'est, j'ai d'abord abordé les questions, en fait, pour aborder les questions des représentations sociales, santé et environnement, j'ai d'abord abordé les questions qui concernent le quartier, d'une manière générale, le quartier, la rue, le logement. Ensuite, j'ai abordé les questions qui concernent la santé et puis les liens entre les deux parce que la santé, c'est beaucoup plus intime. Donc, c'est déjà une chose. Et puis, en fait, quand je fais une entrevue, quand je fais mon canevas en fait, d'entretien, d'un côté, je mets une colonne avec ce que je cherche comme information et de l'autre, ce que je pose comme question pour avoir l'information. Je trouve parfois c'est intéressant, je vous dis, si vous voulez travailler, en fait, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je souhaite obtenir comme information, et puis qu'est-ce que je pose comme question pour essayer d'avoir ce type d'information-là auprès des personnes. Bon, maintenant, si je vais dans les résultats au niveau des catégories représentationnelles de l'environnement, en fait, on retrouve plusieurs catégories. En fait, si je regroupe, après l'analyse de données, je peux mettre en évidence plusieurs catégories. L'environnement social communautaire, l'environnement problème, l'environnement nature, l'environnement espace de vie publique, l'environnement des corps, et l'environnement déterminant de santé qui traverse en fait l'ensemble des autres catégories d'environnement. Là, vous constatez que de toute façon, si vous avez assisté à la conférence de Lucie Sauvé, on en a peut-être parlé, mais c'est les catégories à peu près de Lucie Sauvé qu'on retrouve aussi, il n'y a pas de grande nuance. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, on peut faire
une représentation graphique, en fait, de la proportion relative des différentes catégories qui sont partagées dans le discours des personnes. Donc, en fait, j'essaie de voir quelle est la proportion que tel environnement prend dans le discours des personnes, et puis je le fais à l'échelle du quartier. C'est ainsi que si on regarde au niveau du quartier de Pointe-Saint-Charles, c'est l'environnement social et communautaire qui domine. L'environnement problème est un petit peu plus faible, mais domine aussi. Si on va dans le quartier de la Samaritaine, c'est largement l'environnement social et communautaire qui domine par rapport aux autres formes d'environnement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir quelle est l'importance en fait que donne, quel est le discours, quelle est l'importance que donnent les personnes par rapport à une spécificité de l'environnement, quel est l'intérêt en fait qu'elles portent par rapport à ça, et ça donne aussi des pistes pour pouvoir intervenir, parce qu'on sait que ça, c'est la dimension environnementale qui est la plus importante pour les personnes. Je vous ai mis ici, par exemple, quelques exemples de discours des personnes que l'on retrouve au niveau de l'environnement social et communautaire. Je vais prendre par exemple celui de Marie-Josée que j'avais rajouté en dessous, en fait, qui insiste bien. Elle dit « Ici, le monde ne te regarde pas bizarrement, le monde se parle, les gens ici se ressemblent un peu, il y a beaucoup de complicité entre les gens du quartier et moi avec d'autres personnes dans le quartier. » Donc, cette dimension sociale environnementale est largement dominante auprès des personnes défavorisées. Puis c'est un peu bizarre parce qu'à la fois les personnes se sentent isolées, peu de réseau social, mais celle en face, c'est le discours qui prend le plus d'importance au niveau de la représentation qu'elles ont de l'environnement. Aussi, il y a une autre chose, si je fais un lien aussi, c'est qu'en fait, beaucoup de gens vont vous dire qu'elles ne cuisinent pas chez elles, mais qu'elles vont aller en fait dans le restaurant communautaire, parce que ça coûte $1 et pour $1 ou $1,50, ça peut augmenter. Dans tel restaurant, vous avez à bouffer, vous avez un repas complet, etc. Et tout ça. Elles ne vont pas aller parce qu'elles ont un repas complet, elles vont aller parce qu'elles ne veulent pas manger seules chez elles, parce qu'elles peuvent rencontrer d'autres personnes, parce que les amis sont là, etc. Puis beaucoup de gens aussi, je vais vous dire, vont au restaurant communautaire, que ce soit dans chaque quartier, que ce soit la Samaritaine ou Pointe-Saint-Charles, les personnes vont aller au restaurant communautaire tous les jours de la semaine. Elles n'ont pas de cuisinière, pas de cuisine chez elles. Et en fait, quand arrive la fin de semaine, il n'y a pas de restaurant communautaire. Mais ce n'est pas grave, on mange des tartines, on prend du thon en boîte de conserve, on va acheter en Belgique un paquet de frites à côté et on ne cuisine jamais en fait. Donc en fait, on ne cuisine pas, on ne va pas faire ses courses et on vit on se débrouille comme on peut. Dans le restaurant communautaire à Pointe-Saint-Charles, il y a même des gens qui prennent 2 portions. En fait, elles prennent une portion qu'elles mangent le midi, puis l'autre portion, on la ramène pour le soir. Et parfois, on en garde un peu pour la fin de semaine, et les gens ne cuisinent pas. Quand on aborde la question de l'environnement nature, en fait, il y a déjà un lien qu'on peut déjà faire aussi avec la santé. En fait, c'est Françoise à Pointe-Saint-Charles qui dit je sais que les arbres et les fleurs, ça donne un genre de vitamines. Les arbres et les fleurs donnent des vitamines dans l'air qui font qu'on a besoin de cela. Moi, j'ai besoin de cela. Donc, elle insiste là-dessus. Juste, je ferai parler des anecdotes pendant des heures et des heures. Quand on regarde au niveau des catégories, après l'analyse des données met en évidence plusieurs catégories au niveau de la santé. Donc, on arrive à la dimension santé comme contraire de la maladie, santé, bien-être, mais j'aurais dû aussi mettre mal-être psychologique, bien-être et mal-être physique, tributaire des ressources financières, une affaire personnelle, la santé comme pivot de la vie, et la santé tributaire de l'environnement en fait, qu'on retrouve, qui traverse les autres dimensions. De nouveau, si on regarde la proportion relative de chaque catégorie dans le discours des personnes, on constate que c'est la santé contraire de la maladie qui apparaît, tant pour le quartier de la Samaritaine que pour le quartier de Pointe-Saint-Charles. Et de toute façon, il y a d'autres recherches qui tendent à démontrer cela, certaines recherches qui ont été menées par Claudine Herzlich à l'époque, qui montrent bien que c'est la catégorie dominante, mais souvent dans le discours des personnes, même, il ne faut pas être une population défavorisée pour avoir cette dimension, cette représentation de la santé qui est dominante en fait. Un exemple au niveau de la santé tributaire des ressources financières, le discours de Monique à la Samaritaine, c'est je passe parfois par un ami pour des médicaments, cela coûte moins cher car il a une carte, je lui donne des sous, il peut avoir des médicaments pour presque rien, c'est comme ça que je lui demande de m'en avoir, il va chercher des médicaments pour d'autres personnes, ensuite il les revend. Il faut savoir qu'à la Samaritaine, suivant si on a un handicap, on a une carte qui donne accès à des médicaments gratuits.
Ce qui veut dire que dans le quartier de la Samaritaine, vous avez tout un trafic de médicaments où les gens, en fait, revendent, vont chercher vont voir le médecin, font croire qu'ils ont telle maladie, tel trouble, ils se font prescrire le médicament, ils vont chercher les médicaments gratuitement, puis ils le revendent, en fait, à d'autres personnes pour arrondir la fin de mois. Petite parenthèse aussi que je fais. Ok, c'est bon. Petite parenthèse que je fais aussi. On parle d'environnement aussi, ça peut vous intéresser. En Belgique, quand il y a la notion de recyclage qui se fait, comme au Québec, et en Belgique, c'est très compliqué parce que vous avez 3 sacs. Vous avez un sac noir pour les déchets, un sac bleu dans lequel vous mettez tout ce qui est vert, et un sac plastique jaune dans lequel vous mettez tout ce qui est papier. Le sac, vous devez l'acheter, évidemment, au supermarché. Puis déjà, c'est compliqué de savoir ce qu'on met dans les sacs, donc les personnes défavorisées parfois ne comprennent pas toujours. Et puis en plus, comme il faut l'acheter, il y a beaucoup de gens qui disent ben là ça coûte cher, j'ai pas de sous. Et puis en plus, ce qui est comique, c'est quand dans le magasin d'à côté, vous ne trouvez pas les sacs. Il faut aller dans d'autres magasins. Donc le magasin qui est à proximité du quartier ne vend pas de sacs. Donc beaucoup de gens, en fait, au lieu d'acheter des sacs, ne font pas de recyclage. Ils vont tout mettre directement le soir comme ça ni vu ni connu, dans les poubelles publiques. Donc, petite anecdote, si je vous raconte, je rajoute aussi, croustillante, c'est que j'avais rencontré une personne aussi qui ne mettait jamais, par exemple, ses poubelles sur le bord de la rue. Là. Vous savez, il y a une petite rue, très étroite, le camion poubelle passe style le mardi à 10h, puis en fait, la personne habite au 2e étage, et puis quand elle voit le camion poubelle, elle ouvre sa fenêtre, puis elle attend que le camion poubelle soit à la hauteur, puis elle crie à toute force et elle jette son sac poubelle dans le camion. Un jour, j'étais venu aussi, mais ça, je vous donne pas d'anecdote, un jour, j'étais venu aussi dans le quartier, puis j'arrivais, puis il y avait une grande échelle sur une maison, là. Puis je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais en fait, c'est parce qu'il y a une personne, ça c'est plutôt tragique, ça je vous dis tout de suite, ça. Il y a une personne, en fait, dont on n'a plus de nouvelles depuis longtemps, puis tout le monde commençait à s'inquiéter, puis on toquait à la porte, puis elle n'était pas là. Et donc, en fait, les travailleurs sociaux ont été chercher une échelle, sont montés sur l'échelle, puis en fait, la personne avait consommé des médicaments et était dans un état comateux, couché sur le sol, en fait. Et donc, il a fallu appeler l'ambulance pour emmener la personne à l'hôpital. Donc, en fait, comme il y a un isolement, il y a à la fois, mais c'est toujours le paradoxe, les personnes sont isolées, vivent seules, mais quand on ne voit pas la personne pendant 2-3 jours au restaurant social, alors les gens commencent à se poser des questions. Et à ce moment-là, on va toquer à la porte, il n'y a personne, alors on va chercher le travail social, et puis on se rend compte que la personne est décédée, ou la personne est dans le coma, et puis elle décède seule parce qu'elles sont seules. À partir donc, de ça, donc, je croise en fait les données concernant les représentations de l'environnement, les représentations de la santé, plus des éléments que j'ai quand j'aborde les questions de lien entre la santé et l'environnement, et on obtient en fait une série de catégories. En fait, mais moi, à port d'entrée, c'est sûr que je suis rentré par la santé. J'aurais pu rentrer aussi, j'aurais pu aborder, je veux dire, la représentation de la santé et de l'environnement par la porte d'entrée de l'environnement. Moi, je suis rentré par la porte de la santé parce que ma formation initiale, c'est une maîtrise en santé publique. Donc, en fait, j'arrive à un certain nombre de catégories, comme la santé tributaire de l'environnement social et communautaire, la santé tributaire de l'environnement problème, la santé tributaire de l'environnement nature, la santé tributaire de l'environnement espace de vie publique, etc. On a une série. Et, par exemple, un exemple que je vous donne aussi, par exemple, si on prend Jacques de Pointe-Saint-Charles, ça c'est la santé tributaire de l'environnement social et communautaire. Lui, il nous dit, pour être en santé, il faut s'entraider. C'est faire quelque chose de sa vie sans être un rejet de la société. Moi, je me sens comme un rejet de la société. Je ne le parais pas car je ne me promène pas avec mon sac de vidange. J'ai mon chat chez moi qui est ma seule compagnie. Je vais passer, parce que quand on fait ça aussi, on peut arriver à développer des modèles. Ça, c'est le milieu universitaire, on aime bien modéliser tout ce qui se passe. Donc, on arrive à des modélisations de ce type-là, en fait, où on tend à articuler les catégories de santé avec une catégorie représentationnelle de l'environnement. Donc ça vous donne un peu le genre de modèle auquel on arrive. En fait, c'est un modèle qui se construit morceau par morceau et on arrivera plus tard à un gros modèle en fait, que je vais vous présenter ici peu. La santé tributaire des conduites de vie, quelques extraits. Je vais prendre
Regardez, il y a des gens qui mangent mal dans le quartier, nous dit Gérard la Samaritaine. Moi, je ne cuisine jamais. Je vais toujours manger ailleurs, dans les restaurants sociaux. Je mange toujours équilibré. C'est important pour ma santé. Donc la personne, en fait, elle va là, elle mange équilibré, mais elle ne cuisine jamais. Puis quand on arrive à la fin de semaine, c'est les sandwichs. Et on arrive, quand on construit tout, quand on additionne tout, on arrive à ce genre de modèle-là, en fait, qui est un modèle Castel, qui vous montre, en fait, essentiellement toute la dynamique interactionnelle entre les différents éléments. Et on n'est pas du tout dans un modèle classique auquel on a l'habitude de voir cause, effet ou linéaire. Là. On est dans un modèle assez complexe qui est très dur à réaliser et qui est en fait en construction, je dirais, peut-être permanente. En fait. Donc on essaie d'articuler. Ce qui est vert, en fait, ce sont les éléments d'environnement. Ce qui est en orange foncé, là, c'est les éléments santé qui tendent à s'imbriquer les uns dans les autres. La finalité en fait de notre projet en fait et la finalité en fait d'une telle démarche en fait c'est de favoriser l'autonomisation en fait et l'engagement des personnes qui vivent en milieu défavorisé. En fait, c'est qu'elles prennent conscience en fait qu'elles prennent conscience de ce qu'est la santé, de l'environnement, les liens qu'elles font entre les deux. Le but en fait d'une telle démarche, c'est de susciter chez les personnes la clarification de leur rapport au milieu de vie, en fait, et en particulier à l'environnement, à la santé, ou au lien qu'ils font entre les deux. C'est favoriser aussi l'engagement des personnes dans des actions locales qui les concernent et qui sont de nature, évidemment, à améliorer leurs conditions de vie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quelques exemples de stratégies en fait, que je vous propose, en fait, c'est créer des espaces de parole pour les personnes défavorisées. Donc, on peut créer un atelier puis amener les personnes ensemble à réfléchir autour d'une thématique, en fait, et on va voir d'informations qui sortent. Et puis après, en fonction de ce qu'elles disent, on peut construire des projets avec les personnes. On peut aussi interroger, en fait, il faut interroger aussi les personnes sur leurs activités quotidiennes en matière d'alimentation, par exemple, dans toute la complexité. Et chercher à comprendre toutes les logiques sous-jacentes qui accompagnent en fait cet agir collectif ou individuel des personnes. C'est-à-dire, si la personne agit de telle manière, qu'est-ce qui sous-tend, en fait, qu'est-ce qui vient en dessous et qu'est-ce qui fait que la personne agit de telle façon. Et puis en fait, c'est aussi partir des savoirs en fait, de sens commun, des savoirs profanes, des savoirs en fait, des personnes pour initier des projets communautaires. En fait, on a trop souvent tendance à dire, là, on a le savoir scientifique, puis le savoir scientifique a toujours raison, et hop, les personnes, elles ont tort. Là. Vous savez, si une personne me dit, par exemple, c'était le cas, une personne vous dit, oui, je fume, mais oui, je fume parce que ça coupe l'appétit, mais j'ai pas beaucoup d'argent pour manger. Moi, j'ai eu des gens qui me disaient ça. Ça coupe l'appétit, j'ai pas beaucoup d'argent. Alors vous vous dites, toutes les campagnes qu'on fait, moi c'est une question que je me suis posée, je me suis dit, toutes les campagnes qu'on fait, cigarettes, tabac, cancer, quel impact ça a pour ces populations? Parce qu'elles ont un autre rapport au tabac. Le tabac, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'argent, donc finalement je fume pour couper la faim que j'ai. Je dis pas qu'il faut pas faire de campagne pour que les gens arrêtent de fumer, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais je veux dire, c'est important de prendre en compte le discours des personnes, leur savoir, en fait, pour à partir de là, les amener à déconstruire parfois le savoir en les confrontant avec d'autres visions des choses, d'autres rapports à la réalité, et ainsi reconstruire quelque chose d'autre. Pour terminer, en fait, à la fin de chaque entrevue, en fait, je posais la question de savoir aux gens qu'est-ce que vous pensez de l'entrevue. En fait, ce qu'on a comme commentaire, par exemple, je prends Marie-Josée comme ça, j'ai trouvé cela super intéressant pour moi car cela m'a obligé à faire des réflexions. Cela m'a fait réfléchir à savoir ce que j'aime encore et ce que je n'aime pas dans le quartier et pourquoi. Puis après, j'aimerais savoir ce que les autres pensent de la santé et de l'environnement. De toute façon, après ce genre de recherche-là, il y a toujours une rencontre collective où on partage les choses avec les personnes et on renvoie en fait les résultats d'analyse auprès des organismes communautaires d'un côté, mais auprès des personnes aussi. Puis c'est deux rencontres différentes parce qu'on ne peut pas avoir le même discours, on ne peut pas expliquer les choses de la même manière avec les personnes défavorisées qu'avec le milieu communautaire. Le discours doit s'adapter aussi en fonction de la population auquel on s'adresse. Voilà, j'avais fini. Puis je pense que je suis juste dans les temps, à 5 minutes près pour prendre des questions.